Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur la rentrée de la tech de La Tribune, une journée entière de débat sur les enjeux de l'écosystème de la French Tech post-Covid. J'ai le plaisir d'accueillir Cédrico, le secrétaire d'État à la transition numérique et à la communication électronique pour une interview exclusive. Bonjour Cédrico, merci d'être avec nous ce matin. Merci. Il sera évidemment question du plan de relance qui a été annoncé par le gouvernement la semaine dernière. Donc, loin derrière la transition écologique qui a 30 milliards d'euros, le numérique est quand même plutôt bien servi avec 7,1 milliards d'euros de projets, une enveloppe globale. Alors avant d'entrer dans le détail de cette enveloppe, vous confirmez bien qu'il s'agit de 7,1 milliards d'euros d'aides nouvelles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fonds qui ont été déjà précédemment annoncés, je pense notamment au plan start-up d'avril ou de juin dernier. Non, les plans start-up d'avril ou juin dernier, c'était pour aider les start-up à passer la crise. Donc c'était quelques milliards d'euros qui permettaient d'adapter le chômage partiel, le prêt garanti par l'État et l'ensemble des dispositifs sectoriels à la situation et au profil des start-up. Et là, dans le cas du plan de relance, on prépare l'avenir. Et donc c'est 100 milliards d'euros en plus de ce qui a été annoncé jusqu'ici, parmi lesquels 7 milliards, probablement d'ailleurs un peu plus pour les start-up, ce qui en fait le deuxième secteur sur lequel on investit le plus, après évidemment l'environnement. Mais donc ce sont 7 milliards d'euros qu'on va devoir engager dans les 2 ans. Donc il y a des parties pour les startups, on y reviendra peut-être, pour la transition numérique, pour la lutte contre la fracture numérique et pour l'État, mais avec un effort particulier sur cet écosystème French Tech dont nous parlions. Donc, juste pour être bien clair, donc il n'y a pas non plus dans cette enveloppe les fameux 6 milliards de TIBI. Donc ça c'est encore, c'est l'an dernier, c'était pour mobiliser les banques assureurs qui injectent leur propre argent dans l'écosystème. Exactement. Ça c'était un engagement des investisseurs institutionnels, particulièrement des assureurs, qu'on avait travaillé avec eux pour faire en sorte qu'ils s'investissent plus dans l'écosystème, qu'ils mettent plus d'argent. On sait à quel point l'investissement privé est important dans le monde, particulièrement en France. Et on voulait faire en sorte qu'ils aillent vers cette classe d'actifs. Et donc ils se sont engagés il y a un peu plus d'un an, je crois, à mettre 6 milliards d'euros sur 3 ans, 6 milliards d'euros d'argent privé, ce qui n'a absolument rien à voir avec l'argent public, pour le coup, que nous avons annoncé injecter à partir de la rentrée. Un argent qui vient du pays A4 ? Pas que. Une partie de l'argent vient effectivement de ce 4e plan d'investissement d'avenir. Ça concerne notamment les aides à l'innovation de BPI qui sont bien connues par les startups. On va faire plus 60% par rapport à l'usuel des années précédentes. Ça concerne aussi notamment les technologies d'avenir. Mais il y a des sujets plus budgétaires, par exemple sur la couverture fibrée du territoire ou l'inclusion numérique ou encore la transformation numérique de l'État. Donc c'est un mélange d'outils, on va dire, qui au final fait un peu plus de 7 milliards d'euros sur l'ensemble du plan de relance. Alors dans le détail, les startups et les technologies se taillent la part du lion de ces 7,1 milliards, 3,7 milliards donc pour les startups et les technologies, dont 2,4 milliards pour financer les technologies de rupture, donc la deep tech. Il y a aussi 500 millions sur 2 ans pour soutenir les levées de fonds des startups et également 800 millions sur 2 ans pour la French Tech. Alors dans le détail, c'est 500 millions sur 2 ans pour les startups. J'imagine que BPI France sera le vaisseau amiral de cet argent public qui sera investi dans l'écosystème. Comment ça va se passer? Quelle est la cible? Quelles startups sont ciblées? Comment BPI France va investir cet argent? Alors, effectivement, on va passer par BPI France, dont on connaît le savoir-faire et qui est bien connu par l'ensemble des startups. Il y a une partie qui sont les aides à l'innovation habituelles que connaissent les startups, les prêts à taux zéro, les garanties, etc., pour 400 millions d'euros par an, vous l'avez évoqué. Ça, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est les aides à l'innovation de BPI qu'on augmente de 60%. Au total, jusqu'ici par an, on dépensait 250 millions d'euros, on passe à 400 millions d'euros par an. Et ça c'est ce qui est très utile pour faire émerger les premières années des startups. On va continuer à travers BPI, vous avez évoqué les investissements, les 500 millions d'euros qui risquent d'ailleurs d'être probablement plus parce qu'au total ce sont 2,5 milliards d'euros sur 5 ans. BPI va continuer à investir en fonds et en fonds de fonds avec un focus principal, mais qui est le focus que nous avons, sur lequel nous insistons depuis quelques mois, qui est de faire grossir et d'accompagner les levées de fonds les plus importantes, de faire grossir la taille des fonds pour accompagner la croissance de l'écosystème et faire émerger des licornes et demain des décacornes, ou en tout cas des grandes entreprises du numérique. Et donc il va y avoir un focus particulier sur cette croissance de la taille de fonds et cette croissance de la taille des startups.
c'est important pour faire en sorte que notre écosystème continue à se développer et à créer de l'emploi. Donc, le but, c'est que l'argent du plan de relance serve à alimenter des fonds qui investiront dans des gros tickets. Donc des levées de fonds supérieures à plus de 20 millions notamment, qui sont un petit peu le dernier trou de la raquette, disons, du financement français aujourd'hui par rapport au Royaume-Uni notamment, je pense. Alors, pas que. Il faut qu'on continue à avoir des séries B et des séries C, hein, c'est indispensable. Mais effectivement, jusqu'ici, on se rendait compte qu'aujourd'hui, là où il faut accompagner l'écosystème, notamment avec de l'argent français, c'est sur les levées de fonds à plus de 50 millions d'euros. On a vu ce qui est intéressant et ce qui nous rend très optimistes, que sur les statistiques du premier semestre 2020, avec le baromètre EY, nous étions à peu près au niveau des Allemands. Maintenant, donc nous avions rattrapé les Allemands. En termes de levée de fonds, en règle générale, nous avons dépassé même les Allemands. Et c'est vraiment, je pense, la prochaine échéance. On a maintenant de plus en plus de licornes, donc ces ETI du numérique. On doit faire émerger de véritables grandes entreprises du numérique, et ça va être vraiment ce qui concentrera pas tous nos efforts, parce qu'on continuera à alimenter l'écosystème. On évoquait les aides à l'innovation, mais ce qui est voilà, on a un focus particulier sur cette croissance des entreprises du numérique. Avec toujours l'objectif de 25 licornes en 2025 ? Avec toujours cet objectif, et je pense qu'il faut même aller plus loin, pour être très honnête. Je suis assez optimiste sur le fait que nous ayons 25 licornes en 2025. On en a aujourd'hui 9, 5 dans les 2 dernières années. J'espère qu'on en aura d'autres cette année. Je pense que notre objectif maintenant, ça doit être d'avoir des entreprises qui valent 5, 10, 15 milliards d'euros, peut-être 50 milliards d'euros, pas seulement des licornes. Ce qui ne veut pas dire, par ailleurs, que si vous n'avez pas fait une licorne, vous avez raté votre vie. Mais je pense qu'on a besoin de faire croître cet écosystème et de faire émerger des grandes entreprises du numérique, à l'image de ce qui s'est fait dans les décennies précédentes aux États-Unis et en Chine. Si on veut être au niveau de la compétition mondiale, on doit avoir bien sûr un tissu d'entreprises, TPE, PME, ETI du numérique, mais aussi des très grandes entreprises du numérique. Alors, il y a également 2,4 milliards d'euros qui seront investis dans les technologies de rupture. Donc ça, dans des plans de filière, si j'ai bien compris, notamment la cybersécurité et le quantique qui arriveront à la fin de l'année. Ouais. Alors, quelles seront ces technologies que vous ciblez et est-ce que vous pouvez esquisser un calendrier ? Alors, le principe, c'est de dire qu'il y a certaines technologies, vous avez cité l'informatique quantique ou la cybersécurité, on peut penser au cloud, on peut penser à ce qui s'est fait sur l'intelligence artificielle, qui sont des technologies qui sont au cœur de la compétition mondiale d'aujourd'hui. Et investir dans ces technologies conditionne le fait que demain, on soit au bon niveau technologique et qu'on ait les emplois qui vont avec cette technologie. On pense à la manière dont l'intelligence artificielle, par exemple, structure la compétitivité des entreprises aujourd'hui. Il y a 2 ans, on avait présenté un plan sur l'intelligence artificielle d'1,5 milliard d'euros sur 3 ans. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a certaines autres technologies. Les États-Unis ont présenté 1 milliard d'euros d'investissement la semaine dernière sur l'informatique quantique. On doit être au rendez-vous. Et donc, on a décidé de consacrer, notamment sur les 2 ans à venir, sur les technologies critiques du numérique, mais pas que. En tout cas, pour le numérique, ce sera 2,3 milliards d'euros dans les années à venir, sur plusieurs sujets. On a cité quantique et cybersécurité, on peut penser aux télécommunications, on peut penser à la santé numérique, à des choses comme ça. En tout cas, à court terme, ce devrait être le quantique et la cybersécurité, sur lequel nous donnons un peu plus de détails. Ces stratégies devraient être présentées, je pense d'ici la fin de l'année, le plus tôt possible serait le mieux. On a des petits sujets de calendrier, mais en tout cas, on veut montrer que la France a l'ambition d'être au rendez-vous sur ces sujets-là. L'idée, ce sera de structurer des écosystèmes du quantique, de la cybersécurité, parce qu'aujourd'hui, il y a des startups dans ces domaines-là, des acteurs, des centres de recherche, etc., mais qui ne sont pas forcément regroupés dans des écosystèmes performants. L'idée, c'est de faire un peu à l'image de ce qu'on a fait sur l'intelligence artificielle à l'époque, de structurer une stratégie nationale pour créer des écosystèmes qui permettent à la France d'être parmi les pays qui comptent dans le monde. À la fois des écosystèmes de recherche, mais des écosystèmes industriels avec des startups, des grands groupes, des ETI, favoriser la diffusion de ces technologies au sein même du tissu industriel plus traditionnel et créer les conditions pour attirer des entreprises étrangères. On sait qu'on a aujourd'hui, quantique, cybersécurité, intelligence artificielle, des ingénieurs et des chercheurs qui sont parmi les meilleurs du monde. Et donc, il faut créer les conditions pour qu'ils restent ici, pour qu'on en fasse venir d'autres et qu'on soit des pôles ou des hubs internationaux sur ces technologies-là. Vous pensez que la France n'a pas dû un peu de retard, notamment dans le domaine du quantique, quand on voit des investissements aux États-Unis, au Canada ? Alors, c'est assez intéressant le quantique parce que si vous prenez par exemple la recherche, la France, en tout cas
l'Union européenne, prenons l'Europe en général, est même plutôt meilleure que les Américains ou les Chinois en recherche fondamentale. C'est-à-dire que sur ces sujets-là, sur la question de la recherche quantique, les Français et les Européens n'ont pas à rougir. Il y a un peu plus d'investissement aux États-Unis et en Chine, c'est vrai, mais c'est encore un sujet sur lequel, par ailleurs, savoir quelle technologie va gagner est assez compliqué. Par exemple, les annonces de Google sur la suprématie quantique sont intéressantes. C'est effectivement les premiers à avoir atteint un tel niveau technologique, mais il y a un certain consensus parmi les chercheurs pour dire que cette technologie-là, choisie par Google, va plafonner. Et donc, les jeux sont très loin d'être faits. C'est maintenant qu'il faut investir. On sait qu'on a de très très gros savoir-faire, à la fois en recherche, par exemple avec l'écosystème de Grenoble ou celui de Saclay, à la fois avec Quantonation, qui est donc un des premiers fonds d'investissement spécialistes du quantique qui a été notamment lancé par Charles Becbédé. Donc c'est maintenant qu'il faut investir. Il y a des positions à prendre et on pense qu'on peut faire partie des meilleurs pays du monde. Y a-t-il un shift stratégique pour l'État? Vous souteniez beaucoup le digital ces 10 dernières années. Là, on passe vraiment sur les technologies de rupture, la deep tech, parce qu'on a beaucoup de laboratoires en France, un tissu entrepreneurial assez intéressant dans ce domaine-là. Donc c'est grâce à la deep tech que la France et l'Europe vont se démarquer dans la compétition mondiale? De toute façon, nous sommes dans une compétition mondiale où l'investissement, la volonté de suprématie à la fois des Américains et des Chinois a rarement été aussi forte. Je pense que depuis la guerre froide, on n'a pas connu une telle compétition. Et cette compétition, elle se fait dans tous les domaines. Ça va des biotech aux technologies agricoles jusqu'au digital. Et donc, traditionnellement, la France a toujours voulu avoir son indépendance et être capable de maîtriser l'ensemble des chaînes technologiques. Il y a certains éléments sur lesquels on a pris du retard, sur lesquels on doit investir, et il y en a où on peut être au rendez-vous. Aujourd'hui, avec Bruno Le Maire, parce que c'est quelque chose qu'il a extrêmement à cœur, ce que nous voulons faire, c'est ne pas laisser passer des opportunités et investir dans ces technologies qui fondent à la fois la puissance économique, mais également les modèles sociaux des nations. Rappelons-nous quand même que c'est parce que à la fin du 19e et au début du 20e, on a eu des inventeurs, on a eu des entreprises qui ont créé la chimie, l'automobile, les chemins de fer et les avions, qu'aujourd'hui, on a un modèle social qui est le nôtre et qu'on peut financer nos dépenses sociales. Et donc, si on veut les emplois, le modèle social, et si on ne veut pas être dépendant des Américains et des Chinois, on doit investir dans ces technologies critiques, particulièrement dans ce qu'on appelle, vous avez dit, la deep tech, effectivement. C'est cette technologie de pointe qui permet, in fine, voilà, de franchir des gaps technologiques, mais pas que. Je rappelle quand même que les grandes entreprises, par exemple, qui dans l'intelligence artificielle investissent le plus, ne sont pas forcément à l'origine des entreprises de pointe technologique. Si vous prenez Facebook, c'est un réseau social. Et donc c'est aussi pour ça que non seulement on doit investir dans la deep tech, mais on doit faire émerger des champions, parce que c'est ces champions-là qui demain investiront dans la technologie, parce qu'il faut dire quand même que la plupart des investissements sont des investissements privés, donc l'État peut donner un coup de pouce, permettre de structurer et initier, mais il faut qu'à un moment l'investissement privé prenne le relais. Alors, une annonce beaucoup plus terre-à-terre du plan de relance, c'est sur la fibre. Ouais. Vous avez expliqué donc, la fibre pour tous d'ici à la fin de 2025, avec un petit peu un changement d'état d'esprit. Vous dites que la fibre doit devenir un service universel comme l'eau ou l'électricité. Alors, c'est un projet assez ambitieux, mais n'est-ce pas un peu utopique, alors que chacun peut constater, en partant en vacances pendant l'été, que l'accès à Internet est très difficile dans beaucoup de zones en France, rurales notamment? Alors, c'est très très loin d'être utopique et nous ne serons pas, enfin je ne serais pas sorti sur une telle annonce si je n'avais pas un niveau de confiance raisonnable dans notre capacité à le faire. Il faut regarder la situation telle qu'elle est. Aujourd'hui, la France est non seulement le champion d'Europe du nombre de kilomètres de fibres qui ont été déployés, mais c'est probablement le pays qui déploie le plus rapidement la fibre dans le monde, si on le rapporte à sa population. De manière absolue, c'est le pays qui déploie le plus vite la fibre en Europe, mais même, je pense, dans le monde, si on le rapporte à sa population. Pour vous donner un chiffre, l'année dernière, en 2019, c'est 5 millions de foyers et de locaux commerciaux qui ont été rendus raccordables, et ça veut dire à peu près 19 000 locaux par jour. 19 000 locaux par jour, il faut se rendre compte de ce que ça veut dire. Donc nous sommes aujourd'hui les champions du monde de l'accélération dans la fibre. Ce qui nous permet de dire, grâce à l'argent qu'on a injecté via le plan de relance, que d'ici 2025, l'ensemble du territoire français sera fibré, vu la rapidité avec laquelle on tire la fibre. Mais un service universel, ça veut dire qu'une bergerie perdue dans la montagne aura accès à la fibre comme elle a accès à l'eau, en fait.
Ce qui veut dire qu'effectivement, comme on l'a fait jusqu'ici, comme on l'a fait jusqu'ici pour l'eau, l'électricité ou le téléphone, on considère qu'on doit aller vers une subvention du raccordement. Aujourd'hui, quand vous êtes une bergerie perdue dans la montagne, il y a une péréquation qui fait que vous avez une subvention pour être accordé en eau ou en téléphone, et on veut faire la même chose pour la fibre. On considère aujourd'hui qu'avoir accès à la connexion, c'est quasiment aussi important qu'avoir accès à l'eau, l'électricité ou au gaz, et que c'est vers cela qu'on doit aller. Et c'est pour ça qu'on a mis encore de l'argent sur la table dans le cadre du plan de relance, c'est de finir de fibrer la France d'ici 2025. Alors, je voudrais vous faire réagir sur deux chiffres issus du plan de relance. Alors, le premier, c'est 1,6 milliard, donc c'est le montant qui sera investi pour aider les TPE et les PME dans leur transition écologique. Et le deuxième, c'est 385 millions, c'est le montant qui sera investi pour aider les TPE et les PME dans leur transition numérique. On voit là une priorité politique? Alors, je pense qu'il faut d'abord dire que 400 millions d'euros à peu près pour aider à la transition numérique des TPE et PME, c'est inédit. C'est-à-dire, jamais on avait investi autant d'argent. Et c'est d'ailleurs même un défi pour la puissance publique d'être capable de dépenser cet argent dans les 2 ans à venir. Parce qu'on sait que notre priorité, c'est de faire en sorte de dépenser cet argent. Dans quel sens? Parce que la transition numérique des TPE et PME est un élément sur lequel l'ensemble des majorités, l'ensemble des gouvernements depuis 10 ans a eu du mal à avancer. Pour une raison simple, il y a 3 millions d'entreprises en France et elles n'ont jamais attendu l'État pour savoir ce qu'elles devaient faire. Moi, il se trouve que j'étais chez Safran. Quand je regarde mes fournisseurs ou les TPE, les PME qui travaillaient pour nous, je peux vous dire que la PME qui fait des pistons pour l'aéronautique au fin fond de la Dordogne, le fait que le gouvernement lui dise qu'il faut se numériser, ça ne l'atteint pas. Et même si on met des aides, son sujet, c'est de faire, il se numérisera, le patron d'entreprise ou la patronne d'entreprise, le jour où il ou elle estimera que c'est indispensable pour son business. Et donc on doit travailler avec les associations professionnelles, travailler avec les CCI, travailler avec les CMA, pour faire en sorte, avec Alain Griset, auquel ça tient extrêmement à cœur, voilà, d'expliquer, de faire de la pédagogie, de montrer les opportunités, de montrer les risques aussi, qui expliquent pourquoi tous ces commerces, toutes ces entreprises doivent aller vers la numérisation. Je pense qu'en l'espèce, le confinement nous aide, parce qu'il a montré, notamment par exemple au commerce de centre-ville, à quel point le numérique pouvait être utile pour eux, pour vendre, et pour résister au e-commerce ou à l'empreinte d'Amazon. J'étais par exemple il y a 2 semaines à Alès, qui n'est pas la plus grande ville de France, mais où même à Alès, la municipalité, pendant le confinement, a mis en place une plateforme pour aider les commerçants du centre-ville à vendre aux habitants d'Alès. Je pense qu'on doit aller vers ça, mais que ça prend du temps, que ça prend un peu d'investissement, que le plus difficile, c'est un travail de conviction à faire. Ce que vous dites, c'est que peu importe en fait, les fonds alloués, vous avez déjà du mal à déployer les 400 millions que vous avez. Je pense que si on arrive à déployer ces 400 millions et à les déployer très largement, ce sera déjà un pas historique qui sera fait dans le numérique pour la numérisation du TPE-PME. Il faut qu'on trouve les bonnes modalités, parce que ce n'est pas parce qu'une aide est disponible que la TPE de maçonnerie, la boucherie ou le magasin de jouets de centre-ville, ou, je le disais tout à l'heure, le fournisseur aéronautique qui est dans un territoire plutôt rural, vont y avoir recours et vont s'intéresser à cette aide. Il faut qu'on arrive à les toucher et qu'on trouve des moyens d'expliquer de manière extrêmement concrète pourquoi, dans leur business, c'est intéressant soit de digitaliser leur processus de production, soit de vendre en ligne, soit d'aller encore plus vite sur la facturation électronique. Alors, quid des chantiers dont on ne parle plus beaucoup depuis la crise du Covid, notamment la diversité dans la tech française et la mixité homme-femme également dans la French Tech, qui sont des sujets sur lesquels la mission French Tech est engagée, mais qui ne sont plus du tout dans l'actualité depuis la crise. On parle plutôt justement de sauver les entreprises, donc on a plutôt l'impression que ça a fait un pas de côté dans l'agenda politique. Alors, pour le coup, je ne pense pas qu'on a fait un pas de côté. Là, on a une rentrée qui est très importante sur l'économie, mais qui a un aspect de diversité qui est majeur. Anthony Babkin, qui je crois avait travaillé avec La Tribune, qui travaille sur cette question de diversité dans la tech, nous rendra un rapport commandé par le gouvernement demain. Et nous avons la volonté de travailler pour faire en sorte que la tech soit plus diverse. Je pense que c'est très important, c'est indispensable, c'est vital même de développer les startups, mais ce langage n'est tenable que si le numérique profite à tous. Ça veut dire qu'il faut d'abord que tout le monde ait la connexion, ça veut dire qu'il faut que tout le monde sache se servir d'un ordinateur, et ça veut dire qu'il faut que les entreprises de technologie soient plus à l'image de la société. Et c'est indispensable, non seulement que les startups soient évidemment promotrices de l'égalité femmes-hommes, mais également qu'en termes de catégories socio-professionnelles ou de milieu social, elles soient beaucoup plus diverses. C'est pour ça qu'on a lancé l'année dernière le programme French Tech Tremplin. Donc c'est 150 personnes, 150 jeunes
soit de quartiers prioritaires de politique de la ville, soit qui sont aux minima sociaux, soit qui peuvent même être des réfugiés, qui ont été mentorés pendant 1 an, accompagnés financièrement pour mûrir leur projet d'entreprise. Et à partir du 15 septembre prochain, on va lancer la 2e phase de ce programme French Tech Tremplin, qui est le programme qui bénéficie du plus gros financement au sein de la mission French Tech, puisque c'est 15 millions d'euros sur 2 ans. Et donc maintenant, on va faire rentrer ces jeunes et lancer cette 2e phase d'incubation pour ces personnes issues de la diversité, parce qu'on veut faire en sorte, très concrètement, qu'il y ait des populations beaucoup plus diverses. Je pense qu'on peut aller encore plus loin. Je pense que c'est des choses qu'on doit travailler avec les startups et notamment le Next 40, le French Tech 120 et France Digital. Je pense qu'on a une obligation économique, sociale et morale de faire en sorte que la tech soit plus diverse. La 2e saison du French Tech Tremplin sera accessible à combien d'entrepreneurs ? Alors c'est sensiblement la même chose, mais il y aura une nouvelle sélection auxquelles pourront participer évidemment les gens qui étaient dans la première phase de French Tech Tremplin, mais également d'autres personnes qui ont les mêmes profils sociologiques et qui viendraient de l'extérieur, parce qu'on veut réouvrir un peu le jeu. Et on veut également, on est en train d'y travailler, lancer une 2e saison, c'est-à-dire relancer une promotion d'accompagnement des entrepreneurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'on avait commencé par la phase d'incubation il y a quelques années, et on s'est aperçu que pour faire en sorte que ces personnes qui ont autant d'énergie, voire plus d'énergie que les autres, qui ont le même potentiel, mais qui n'ont même pas les mêmes clés et les mêmes codes sociaux, eh bien, on devait les accompagner avant de les faire entrer en incubation. Et c'est ce qu'on veut lancer. On veut lancer une 2e saison sur ce sujet-là, parce que pour avoir parlé avec nombre d'entre eux, je crois que la première saison a été vraiment très très appréciée et qu'on a de très bons feedbacks. Et je pense que c'est indispensable de faire émerger ces nouveaux modèles. Il y a eu des entreprises créées dans la première saison du coup ? À ce stade, l'objet était de maturer un certain nombre de projets. Certaines entreprises d'ailleurs étaient déjà créées, certains n'étaient qu'à l'état de projet. Maintenant, effectivement, on entre dans la phase d'incubation, c'est-à-dire qu'il faut créer l'entreprise formellement si elle ne l'a pas été, et puis améliorer le business model, le mettre à l'épreuve soit d'investisseurs, soit de concurrents, soit de gens qui connaissent le secteur. Mais maintenant qu'on les a dotés à la fois à travers le mentoring, la formation, les fonds qui leur ont été alloués d'un premier bagage, on doit les accompagner pour en faire maintenant de vraies entreprises, des TPE, des PME et qui sait peut-être demain des grandes entreprises du numérique. Alors une dernière question sur le plan de relance. Il y a également plus de 2 milliards d'euros qui seront investis dans la transformation numérique de l'État. Beaucoup de startups se plaignent qu'en France, on a du mal à travailler avec les services publics, avec l'administration. Est-ce qu'il y aura une partie qui sera dédiée à résoudre ce problème ? Alors, les choses progressent. C'est vrai que l'État, comme d'ailleurs toutes les grandes entreprises françaises, a historiquement un peu plus de mal à travailler avec des startups qu'avec des grands groupes. Ce n'est pas tant un problème de législation ni un problème de crédit, plus qu'un problème de culture des acheteurs. Donc, les choses changent. J'ai vu que le chiffre avait significativement progressé sur 1 an. Il faut qu'on aille encore plus loin. Il faut qu'on explique encore plus à quel point c'est important, et ce n'est pas dangereux surtout de travailler avec des startups. Le fait qu'on ait fait le French Tech 120, le Next 40, y participe parce que ça met cet écosystème, ces noms de startups, cette culture à la une des médias, dans ce que lisent les acheteurs. Donc on doit continuer à faire progresser la part des TPE, des PME et des startups en particulier au sein de l'achat public. C'est un élément qui est important et c'est un élément qui sera évidemment important dans le cadre de cet argent consacré à la transition numérique de l'État. Et donc, du coup, ces 2 milliards d'euros pour la transformation numérique de l'État, l'idée, c'est de digitaliser l'ensemble des démarches publiques, comme l'avait promis déjà Emmanuel Macron, mais d'aller plus loin aussi. Il y a plusieurs éléments. Alors, 2,3 milliards d'euros, c'est État, collectivité et entreprise, puisque les 400 millions qu'on évoquait font partie de ces 2,3 milliards d'euros. Il faut évidemment qu'on aille plus loin sur un certain nombre de démarches numériques. Ce que je souhaite, c'est qu'on accorde une attention particulière à la qualité de ces démarches, tout autant qu'à la quantité. Parfois, on est probablement allé trop vite sur la dématérialisation des services publics, donc on doit faire en sorte de ne laisser personne de côté, de laisser parfois des numéros de téléphone. Et ces 2,3 milliards, ils doivent aussi permettre à l'État de moderniser ses outils internes, de moderniser ses réseaux, parce qu'on a vu que même si on a bien tenu pendant le confinement, c'est nécessaire, comme pour toutes les entreprises, d'être au bon niveau des outils informatiques de l'État. Il doit aussi permettre de diffuser certaines technologies qui sont de plus en plus utilisées, comme l'intelligence artificielle, soit vers l'État, soit vers les TPE-PME, parce que c'est une condition à la fois de la qualité de service, mais également de la compétitivité de ces entreprises.
Merci beaucoup Cédrico pour cet entretien. Vous restez avec nous. Nous allons accueillir sur le plateau les 2 startups de l'année 2020 de la Tribune qui sont BioSerenity pour le Next 40 et Cybelle Angel pour le French Tech 120. Alors, merci beaucoup à vous deux d'être ici. Merci beaucoup à Monsieur le Ministre. Vous avez l'opportunité du coup d'interroger Cédrico sur un sujet de votre choix. Peut-être commencer par vous, Erwan. Oui. Bonjour Cédric. Bonjour Erwan. J'ai réussi à faire le voyage de New York, pour le coup, pour venir te voir. Et en fait, ce qui est intéressant en termes de différence culturelle entre les États-Unis et la France, c'est que j'ai interviewé 30 à 40 potentiels patrons des ventes aux États-Unis. Et quand on discute avec eux, jusqu'à 20 ou 30 millions de revenus, les startups américaines vendent, je leur ai posé systématiquement la question, en fait, quelle est la répartition de vos clients, vendent entre 20, 30, 40% de leurs revenus à l'État américain. Différentes entités, c'est vraiment des entités extrêmement diverses, mais il y a vraiment une stratégie assez agressive à la fois des entreprises, mais également de l'État américain. Et quand j'étais en France, j'ai essayé de vendre à l'État français, ça n'a jamais été très simple, et globalement, j'y suis à peu près jamais arrivé. C'est pas non plus une stratégie volontariste de ma part, donc je n'ai pas mis beaucoup de moyens. Aux États-Unis, j'ai vraiment l'impression que c'est assez massif en fait en termes du revenu généré par les entreprises américaines, les startups américaines. Et donc du coup, j'ai essayé de recoller les morceaux avec pourquoi en France on n'y arrive pas. Alors, je sais pas si Je pense qu'il y a plusieurs éléments qui expliquent ça. Je pense que d'abord, il y a une question de culture. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on retrouve la même culture dans les acheteurs des grands groupes et les acheteurs de l'État. C'est-à-dire que les startups sont encore trop souvent quelque chose qu'ils connaissent mal et sur lequel ils ont l'impression de prendre des risques. Il y avait un dicton que me racontait, alors pour le coup c'était une startup américaine dans les années 70 aux États-Unis ou 80 qui était personne ne vous fera jamais un reproche d'avoir acheté chez IBM. C'est un peu le cas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il faut diffuser la culture chez les grands groupes. Il y a un autre élément qui est un élément juridique pour le coup, qui est que les règles européennes de marché public, etc., rendent assez compliqué le fait de faire un biais favorable à certaines tailles d'entreprise ou certaines typologies d'entreprises dans les règles de marché public et qu'elles rendent par ailleurs le process pour les startups, quand vous faites le processus d'appel d'offres de l'État, etc., assez complexe, assez opaque et parfois un peu risqué parce que vous investissez beaucoup d'argent sur tout un processus d'appel d'offres, beaucoup de temps, et puis finalement, si vous n'êtes pas retenu, ça vous fragilise. Je pense que les choses sont quand même en train de changer. Je disais tout à l'heure que les chiffres avaient significativement changé, et je pense qu'on est à l'orée d'un basculement. Mais on était à 1% il y a 2 ans de la commande publique vers les startups. Ouais. On est loin. Non, je ne dis pas qu'on est arrivé, loin de là. Mais on le voit par exemple avec ce qu'on a fait avec le Next 40, qui est l'accompagnement par les startups, dans leur relation avec l'administration, parce que la relation de l'administration avec les startups est parfois complexe, pas que sur la question des achats. Mais je trouve que en fait, ce sont 2 mondes qui se connaissent assez peu, pas pour le secrétariat d'État numérique, mais pour, on va dire, le corps de l'État dans sa majorité, et que voilà, on crée de plus en plus de ponts. Je pense qu'à un moment, ça va basculer, ça nécessite encore d'y travailler. Ce que vous me disiez, Erwan, c'est que ça jouait aussi sur les valorisations des startups américaines. Comme les startups américaines avaient des contrats plus faciles avec les États, forcément c'est des gros budgets, ça joue sur leur valo. Et du coup en France, on a des valorisations plus faibles. Oui, pour revenir un peu, vous connaissez ça mieux que moi. C'est un levier de valorisation, quoi. Exactement. La valorisation d'une startup aujourd'hui, c'est quoi? C'est son revenu. Voilà, donc c'est son revenu avec un multiple. Son revenu et sa croissance. Et son marché. Et la taille de son marché, bien entendu, mais quand on a un marché global, prenons une entreprise qui a un marché global comme Cybelle Angel, avec une croissance qui double de taille tous les ans, donc c'est plutôt bien. Globalement, des startups dans ce benchmark-là, qui est un benchmark très américain d'ailleurs, c'est un multiple alors entre 3 et 20, le revenu. Voilà. Et donc l'idée, c'est de se retrouver à peu près au bon endroit, Aujourd'hui, quand une entreprise reçoit une subvention de l'État, par exemple, je dis des chiffres complètement débiles, parce que ce n'est pas ces chiffres-là, mais disons 1 million. Ça augmente techniquement un peu le cash de 1 million, et donc la valorisation potentiellement de 1 million. Mais si, par exemple, sur ce même argent, l'État passait une commande de 1 million d'euros avec cette start-up, ça augmente, prenons un multiple de 10, ça augmente de facto le multiple de la valorisation de 10 millions. Donc en fait, on fera un leverage sur l'investissement de l'État pour créer, augmenter la valorisation du milieu, et en plus de des startups, et en plus de ça,
on modernise l'État, puisque l'État a en échange, non pas ne donne de l'argent à une société sans rien en échange, là il a un service, et le service, s'il ne plaît pas, ben, l'administration arrête de payer. Donc en fait, moi je prends un exemple, mon principal concurrent américain est passé en un an de 40 millions à 100 millions de revenus annuels. On était assez impressionnés et ils ont publié un communiqué de presse en plein milieu du confinement en disant on vient de faire un contrat de 50 millions avec l'administration américaine. Voilà. Alors 10 millions de croissance organique, plus 50 millions, ils sont passés de 40 à 100. Globalement, en fait, l'État américain vient de créer une licorne américaine. Parce que voilà, 100 millions de revenus x 10, ça fait 1 milliard. Voilà. Donc ça a un côté aussi très porteur aussi pour l'économie, puisqu'il y a un effet de levier sur l'investissement de l'État. Voilà. Le mot est passé. Oui, mais je pense qu'il y a plusieurs éléments. Ce qui est certain, mais ça on ne le discute pas, c'est qu'il y a une très très forte intervention de l'État français dans l'économie des startups, c'est-à-dire dans les investissements, etc., dans le financement de l'écosystème, et qu'on est significativement moins bon sur les achats. Je ne le nie pas. Par ailleurs, je pense qu'il faut avoir conscience que jamais, qu'il y a une asymétrie quand même, qui est que jamais l'État français ne sera capable de mettre les sommes de l'État américain dans ses propres startups en termes d'achat. Prenez la DARPA ou les choses comme ça, qui sont capables de mettre plusieurs milliards d'euros. La taille critique des États-Unis, l'économie américaine, c'est quand même 5 ou 6 fois celle de la France, ne seront jamais capables de le faire. Ce que je pense, et par ailleurs, il y a, mais Erwan connaît ça par cœur, quand vous êtes une start-up française et que vous faites un produit et que vous êtes une start-up américaine que vous faites un produit, en général, la start-up américaine est par essence mieux valorisée parce qu'on estime que son marché, c'est pour ça que j'agissais sur le marché, natif, c'est les 300 millions d'Américains qui consomment plus que les Européens et qui par ailleurs ont un marché moins fragmenté que le marché européen. C'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas de salut pour les entreprises françaises hors de l'internationalisation et que moi je suis très content que Erwan soit aux États-Unis pour développer Sibel Angel aux États-Unis. C'est-à-dire que oui, on doit transformer la politique d'achat de l'État. On va continuer, on va même accélérer sur les questions d'investissement. Mais voilà, et c'est d'ailleurs ce qu'on voit qui est un changement absolument drastique, mais BioSerenity est un excellent exemple aussi, puisque c'est une autre entreprise qui a un fort biais américain, si on peut dire ça comme ça. Voilà, moi c'est ce qui me rend très optimiste avec les nouveaux entrepreneurs, c'est que d'abord ils se fixent assez peu de limites, et que leur objectif c'est pas de faire, c'est de se mesurer au meilleur du monde et à leurs compétiteurs américains, et puis qu'ils attaquent les Américains, les marchés américains extrêmement vite, ce qui est une très bonne chose. Merci Erwan, on va passer à vous Samir Medjebar, je vous en prie, allez-y. Oui, alors à BioSerenity, c'est vrai qu'on a cette expérience internationale qui nous montre que dans beaucoup de pays, en Chine, en Europe et aux États-Unis, les entreprises ont accéléré dramatiquement leur virage numérique grâce ou à cause de cette crise sanitaire et souvent accompagnées par des mesures des gouvernements pour assouplir certaines règles. Je vais penser à la télémédecine, au chômage partiel, au télétravail, pour n'en citer que quelques-unes. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait en tant que gouvernement français pour accélérer concrètement le virage digital et numérique de l'État d'un point de vue économique et d'un point de vue réglementaire. Et j'irai un cran plus loin, qu'est-ce qu'on peut faire pour que le gouvernement participe du coup à la création, à l'accélération de la création des nouveaux métiers dans notre domaine, dans le numérique et dans la santé? Alors, je vais commencer par faire un petit dégagé, parce que je trouve ça, rendre hommage à BioSerenity, parce que c'est effectivement une start-up française bien connue de nos services, comme on dit, et qui fait partie, je crois, du Next 40. Next 40, c'est ça. Exactement. Mais surtout, pourquoi c'est important d'en parler, c'est parce que ça fait partie des startups qui se sont beaucoup engagées pendant le Covid et qui notamment ont mis en place une chaîne de production de masques, FFP2, etc. Et je trouve ça extrêmement bien que cette nouvelle économie montre qu'elle ne se désintéresse pas du bien commun et que quand il y a une crise, tout comme d'autres TPE-PME, mais qu'en tout cas, on taxe parfois la French Tech de peu d'égoïsme, en tout cas d'égocentrisme. Et en fait, on a vu pendant le Covid que des entreprises comme BioSerenity, comme Miracle, comme MangoPay ont mis à disposition, en tout cas, ont transformé leur outil de production, ont mis à disposition leurs développeurs pour aider l'État ou pour aider les hôpitaux à faire face à la crise. Et donc je tenais à le souligner et je suis très heureux qu'il soit là aujourd'hui. Alors sur la question de la transition numérique de l'État et des grandes entreprises. J'ai fait un dîner avec un certain nombre de start-upers il y a quelques jours et on en parlait. Moi je suis persuadé que, on en parlait aussi sur les TPE-PME, c'est pas l'État
qui va faire la transition numérique des grandes entreprises françaises, ni des TPE-PME, même si on peut aider. Moi, je suis passé à travers dans une grande entreprise française. Je pense que les grandes entreprises se numériseront soit par opportunité, soit par danger, mais qu'en fait, c'est pas à l'État de leur dire ce qu'elles doivent faire. Et elles doivent le faire parce que c'est une question de survie, elles doivent le faire parce que c'est une question d'opportunité, et elles doivent le faire parce que, quand je reviens sur la question de survie, si elles ne veulent pas subir le sort de la plupart de leurs concurrentes américaines, et dont on voit quand on regarde les index américains, et le remplacement d'ExxonMobil par Salesforce il y a 2 semaines est un excellent exemple. C'est-à-dire, si ces grandes entreprises-là ne veulent pas mourir, elles doivent faire la transition numérique. Et elles ne doivent surtout pas attendre, ce qu'elles ne font pas d'ailleurs, parce qu'un certain nombre font des choses très très intéressantes, elles ne doivent surtout pas attendre l'État pour le faire. Après, l'État, il peut agir sur les normes, sur la classification, sur la régulation. On sait qu'il y a des sujets, notamment sur les sujets de santé numérique et de télétravail, etc. etc. Mais profondément, je pense que c'est... Enfin, j'ai un propos un peu libéral, mais ce n'est pas à l'État de faire la transition numérique des grandes entreprises, c'est à elles de le faire. Et si on veut qu'elles le fassent bien, il faut que ce soit dans leur objet social ou en tout cas dans le stress quotidien de leur patron. Et ça, l'État, il ne peut pas le changer. Et sur la réglementation, vous me disiez notamment qu'il y avait des réglementations spécifiques à la France, à l'Europe, qui demandaient aux startups et aux entreprises en général de s'y adapter et de consacrer donc du temps, de l'énergie, des moyens à être conformes à la réglementation française et européenne, alors que c'est plus souple dans d'autres parties du monde, notamment. Donc sur l'aspect et notamment dans la santé, où c'est quand même un secteur très réglementé. Alors c'est vrai et c'est faux. Je pense que sur la question des normes, évidemment quand vous êtes une start-up et un entrepreneur, passez votre temps à dire qu'il y a trop de normes, qu'il y a avec ça. Bizarrement, quand vous devenez un champion, vous considérez qu'il n'y a pas assez de normes et qu'en fait il n'y a pas assez de barrières à l'entrée. Bon. Donc je pense que c'est un éternel débat et que vous avez investi et que c'est pas normal que les autres n'aient pas les mêmes contraintes, etc. etc. Bon. Si on regarde par exemple la question de la télémédecine, le shift qui a été fait pendant le confinement sur la télémédecine pure, avec une multiplication par, je crois, 100 des actes de télémédecine qui a été fait en 2 semaines ou en 1 mois, je ne pense pas qu'il y ait un pays européen, voire dans le monde, où on a su faire cette transformation en 1 mois. Donc c'est la preuve qu'on sait le faire. Après, il y a une question de vers quoi atterrit-on de manière constante, autrement que dans l'urgence, et il y a probablement... on a des discussions sur certains points un peu précis avec BioSerenity, des éléments sur lesquels on peut encore progresser, où oui, les acteurs installés font un peu de résistance au changement. Globalement, je trouve que quand même, si on regarde, évidemment on peut toujours faire mieux, mais si on regarde ce qui s'est passé dans les 3 ou 4 dernières années, bon, les startups françaises n'ont pas vraiment à se plaindre du développement, de l'action de l'État et de l'évolution de l'économie. Les choses changent quand même de manière, même sur la question des normes. J'étais encore avec Alan à discuter hier. Donc, ça prend parfois 1 ou 2 ans pour faire changer les choses, voilà. Mais je pense que le dialogue État-startup s'est quand même significativement amélioré. Et je ne suis pas certain qu'il soit aussi bon, même aux États-Unis. La France n'est pas un enfer réglementaire malgré sa réputation. Non, et j'ai d'ailleurs plutôt l'impression, pour voir assez continuellement des investisseurs et des entrepreneurs américains, qu'elle a plutôt le vent en poupe et qu'ils ont plutôt envie de venir ici compte tenu de l'atmosphère américaine. Parce qu'on sait qu'au-delà des normes, par exemple, pour prendre cet exemple-là, et au-delà de la régulation, en fait, le premier carburant des startups, c'est les talents. Et le sujet, c'est d'avoir les meilleurs, parce que c'est comme ça que vous serez la meilleure entreprise, et que de toute façon, les investisseurs investissent dans un produit, certes, mais d'abord dans une équipe. Et pour cette raison-là, moi j'ai plein d'entreprises américaines qui commencent à regarder des implantations, voire des changements de barycentre vers l'Europe, compte tenu des normes américaines. Donc tout ça pour dire que l'herbe est parfois plus verte à côté, et que honnêtement je ne nie pas le fait qu'on a plein de trucs, qu'on est encore lourd, qu'on est encore trop lent, qu'on est encore ça. C'est vraiment, je dirais jamais le contraire, mais je trouve que les choses vont plutôt dans le bon sens. Merci beaucoup, merci Monsieur le Ministre, merci à tous les deux d'être venus. La rentrée de la tech continue dans quelques instants avec la cérémonie 10 000 startups pour changer le monde 2020. Vous venez de découvrir nos 2 startups de l'année, BioSerenity et Cybelle Angel. Vous allez découvrir 7 autres pépites qui viennent de toute la France et qui seront peut-être les licornes de demain ou des futurs champions du Next 40 et du French Tech 120, à l'image de nos anciens lauréats Doctolib, ManoMano ou Dataiku qui ont été primés à leur début. Restez avec nous, c'est tout de suite sur latribune.fr et reconnectez-vous à 14h pour 5 nouveaux débats sur les enjeux de l'écosystème tech français. Merci à vous.